Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Rien ne plaît plus aux femmes que de s'entendre débiter ces douces paroles. La plus sévère dévote les écoute, même quand elle ne doit pas y répondre. Après avoir ainsi commencé, Rastignac défila son chapelet d'une voix coquettement sourde. Et madame de Nucingen encourageait Eugène par des sourires, en regardant de temps en temps de Marsay, qui ne quittait pas la loge de la princesse Galathionne. Rastignac resta près de madame de Nucingen jusqu'au moment où son mari vint la chercher pour l'emmener. Madame, lui dit Eugène, j'aurai le plaisir de vous aller voir avant le bal de la duchesse de Carigliano. Puisqu'y madame vous en cache, dit le baron, épais alsacien, dont la figure ronde annonçait une dangereuse finesse. Vous êtes sire d'être bien précis. Mes affaires sont en bon train, car elle ne s'est pas bien effarouchée en m'entendant lui dire « M'aimerez-vous bien ?» Le mort est mis à ma bête. Sautons dessus et gouvernons-la, se dit Eugène en allant saluer madame de Beauséant, qui se levait et se retirait avec d'Adjuda. Le pauvre étudiant ne savait pas que la baronne était distraite et attendait de Marsay une de ces lettres décisives qui déchirent l'âme. Tout heureux de son faux succès, Eugène accompagna la vicomtesse jusqu'au péristyle, où chacun attend sa voiture. Votre cousin ne se ressemble plus à lui-même, dit le Portugais en riant à la vicomtesse quand Eugène les eut quittés. Il va faire sauter la banque. Il est souple comme une anguille, et je crois qu'il ira loin. Vous seul avez pu lui tirer sur le volet une femme au moment où il faut la consoler. Mais, dit madame de Beauséant, il faut savoir si elle aime encore celui qui l'abandonne. L'étudiant revint à pied du théâtre italien, à la rue Neuve-Sainte-Geneviève, en faisant les plus doux projets. Il avait bien remarqué l'attention avec laquelle madame de Restaud l'avait examiné, soit dans la loge de la vicomtesse, soit dans celle de madame de Nucingen, et il présuma que la porte de la comtesse ne lui serait plus fermée. Ainsi déjà 4 relations majeures, car il comptait bien plaire à la maréchale, allaient lui être acquises au cœur de la haute société parisienne. Sans trop s'expliquer les moyens, il devinait par avance que dans le jeu compliqué des intérêts de ce monde, il devait s'accrocher à un rouage pour se trouver en haut de la machine, et il se sentait la force d'enrayer la roue. Si madame de Nucingen s'intéresse à moi, je lui apprendrai à gouverner son mari. Ce mari fait des affaires d'or. Il pourrait m'aider à amasser tout d'un coup une fortune. Il ne se disait pas cela crûment. Il n'était pas encore assez politique pour chiffrer une situation, l'apprécier et la calculer. Ses idées flottaient à l'horizon sous la forme de légers nuages, et quoiqu'elles n'eussent pas l'âpreté de celles de Vautrin, si elles avaient été soumises au creuset de la conscience, elles n'auraient rien donné de bien pur. Les hommes arrivent par une suite de transactions de ce genre à cette morale relâchée que professe l'époque actuelle, où se rencontrent plus rarement que dans aucun temps ces hommes rectangulaires, ces belles volontés qui ne se plient jamais au mal, à qui la moindre déviation de la ligne droite semble être un crime. Magnifiques images de la probité qui nous ont valu 2 chefs-d'œuvre, Alceste de Molière, puis récemment Jenny Deans et son père dans l'œuvre de Walter Scott. Peut-être l'œuvre opposée, la peinture des sinuosités dans lesquelles un homme du monde, un ambitieux, fait rouler sa conscience, en essayant de côtoyer le mal, afin d'arriver à son but en gardant les apparences, ne serait-elle ni moins belle, ni moins dramatique. En atteignant au seuil de sa pension, Rastignac s'était épris de madame de Nucingen. Elle lui avait paru svelte, fine comme une hirondelle. L'enivrante douceur de ses yeux, le tissu délicat et soyeux de sa peau sous laquelle il avait cru voir couler le son enchanteur de sa voix, ses blonds cheveux, il se rappelait tout. Et peut-être la marche en mettant son sang en mouvement aidait-elle à cette fascination. L'étudiant frappa rudement à la porte du père Goriot. « Mon voisin, dit-il, j'ai vu madame Delphine. Mon voisin, dit-il, j'ai vu madame Delphine. Où ? Aux Italiens. S'amusait-elle bien ? Entrez donc.
Et le bonhomme qui s'était levé en chemise de nuit ouvrit sa porte et se recoucha promptement. Parlez-moi donc d'elle, demanda-t-il. Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père après avoir admiré la toilette de la fille. La fenêtre était sans rideau. Le papier de tenture collé sur les murailles s'en détachait en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité et se recroquevillait en laissant apercevoir le plâtre jauni par la fumée. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit, n'avait qu'une maigre couverture et un couvre-pied ouaté fait avec les bons morceaux des vieilles robes de madame Vauquer. Le carreau était humide et plein de poussière. En face de la croisée se voyait une de ces vieilles commodes en bois de rose à ventre renflé, qui ont des mains en cuivre tordues en façon de sarments décorés de feuilles ou de fleurs. Un vieux meuble à tablette de bois sur lequel était un pot à eau dans sa cuvette et tous les ustensiles nécessaires pour se faire la barbe. Dans un coin les souliers, à la tête du lit une table de nuit sans porte ni marbre. Au coin de la cheminée, où il n'y avait pas trace de feu, se trouvait la table carrée, en bois de noyer, dont la barre avait servi au père Goriot à dénaturer son écuelle en vermeil. Un méchant secrétaire sur lequel était le chapeau du bonhomme, un fauteuil foncé de paille et deux chaises complétaient ce mobilier misérable. La flèche du lit, attachée au pencher par une loque, soutenait une mauvaise bande d'étoffe à carreaux rouges et blancs. Le plus pauvre commissionnaire était certes moins mal meublé dans son grenier que ne l'était le père Goriot chez madame Vauquer. L'aspect de cette chambre donnait froid et serrait le cœur. Elle ressemblait au plus triste logement d'une prison. Heureusement, Goriot ne vit pas l'expression qui se peignit sur la physionomie d'Eugène quand celui-ci posa sa chandelle sur la table de nuit. Le bonhomme se tourna de son côté en restant couvert jusqu'au menton. « Eh bien, qui aimez-vous mieux, de madame de Restaud ou de madame de Nuncingen ?»« Je préfère madame Delphine, répondit l'étudiant, parce qu'elle vous aime mieux. » À cette parole chaudement dite, le bonhomme sortit son bras du lit et serra la main d'Eugène. « Merci, merci, répondit le vieillard ému. Que vous a-t-elle donc dit de moi ?» L'étudiant répéta les paroles de la baronne en les embellissant, et le vieillard l'écouta comme s'il eût entendu la parole de Dieu. « Cher enfant, oui, oui, elle m'aime bien, mais ne la croyez pas dans ce qu'elle vous a dit d'Anastasie. Les deux sœurs se jalousent, voyez-vous. C'est encore une preuve de leur tendresse. Madame de Restaud m'aime aussi bien, je le sais. Un père est avec ses enfants comme Dieu est avec nous. Il va jusqu'au fond des cœurs et juge les intentions. Elles sont toutes deux aussi aimantes. Oh, si j'avais eu de bons gendres, j'aurais été trop heureux. Il n'est sans doute pas de bonheur complet ici-bas. Si j'avais vécu chez elles, mais rien que d'entendre leur voix, de les savoir là, de les voir aller, sortir, comme quand je les avais chez moi, ça m'eût fait cabrioler le cœur. Était-elle bien mise? Oui, dit Eugène, mais monsieur Goriot, comment, en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis pareil? Ma foi, dit-il d'un air en apparence insouciant, et à quoi cela me servirait-il d'être mieux? Je ne puis guère vous expliquer ces choses-là. Je ne sais pas dire deux paroles de suite comme il faut. Tout est là, ajouta-t-il en se frappant le cœur. Ma vie à moi est dans mes deux filles. Si elles s'amusent, si elles sont heureuses, bravement mises, si elles marchent sur des tapis, qu'importe de quel drap je sois vêtue, et comment est l'endroit où je me couche. Je n'ai point froid si elles ont chaud. Je ne m'ennuie jamais si elles rient. Je n'ai de chagrin que les leurs. Quand vous serez père, quand vous vous direz, en noyant gazouiller vos enfants, c'est sorti de moi, que vous sentirez ces petites créatures tenir à chaque goutte de votre sang, dont elles ont été la fine fleur, car c'est ça. Vous vous croirez attaché à leur peau, vous croirez être agité vous-même par leur marche. Leur voix me répond partout. Un regard d'elle, quand il est triste, me fige le sang. Un jour vous saurez que l'on est bien plus heureux de leur bonheur que du sien propre. Je ne peux pas vous expliquer ça.
c'est des mouvements intérieurs qui répandent l'aise partout. Enfin, je vis 3 fois. Voulez-vous que je vous dise une drôle de chose? Eh bien, quand j'ai été père, j'ai compris Dieu. Il est tout entier partout, puisque la création est sortie de lui. Monsieur, je suis ainsi avec mes filles. Seulement j'aime mieux mes filles que Dieu n'aime le monde, parce que le monde n'est pas si beau que Dieu, et que mes filles sont plus belles que moi. Elles me tiennent si bien à l'âme que j'avais idée que vous les verriez ce soir. Mon Dieu, un homme qui rendrait ma petite Delphine aussi heureuse qu'une femme l'est quand elle est bien aimée. Mais je lui cirerai ses bottes, je lui ferai ses commissions. J'ai su par sa femme de chambre que ce petit monsieur de Marsay est un mauvais chien. Il m'a pris des envies de lui tordre le cou, de ne pas aimer un bijou de femme, une voix de rossignol et faite comme un modèle. Où a-t-elle eu les yeux d'épouser cette grosse souche d'Alsaciens? Il leur fallait à toutes deux de jolis jeunes gens bien aimables. Enfin, elles ont fait à leur fantaisie.